Nous avons aujourd'hui la joie de recevoir Najib, qui nous fait donc l'honneur de venir nous rencontrer. Donc Najib est un consultant en management qui a réfléchi donc sur des sujets qui ne sont pas forcément sa spécialité de base, mais qui a utilisé donc on va dire les connaissances qu'il a, la méthodologie qu'il a pour aborder deux thématiques, à savoir la question de l'imam en France et la question des crises. Et il a donc posé une réflexion à travers ses livres et il va donc aujourd'hui nous expliquer le pourquoi de sa réflexion et nous donner donc quelques éléments pour comprendre ce qui l'a poussé tout d'abord à écrire, mais également les réflexions qu'il a menées à travers ses recherches et les outils, la méthodologie qu'il a utilisée pour ce faire. Donc Najib, merci d'être venu. Et ma première question, c'est pourquoi avoir écrit donc ce premier livre, Repenser l'imam en France? Quelles sont les ambitions que tu avais derrière ce livre, la méthodologie que tu as utilisée pour aborder la question, et si tu peux nous illustrer donc globalement le contenu de ta recherche ou de ta réflexion. D'accord. Alors, c'est un livre qui a été inspiré par les faits de société que nous traversons et par le fossé d'incompréhension entre la communauté musulmane et le reste de la société civile. Alors, je me suis basé sur la notion de bon sens. Et le bon sens, c'est la sincérité et la lucidité. Très bien. Alors, le bon sens, c'est une notion universelle. D'ailleurs, ce livre-là, c'est une enquête de terrain pour laquelle il y avait un échantillon divers, déjà toutes les sensibilités des musulmans, mais aussi la société civile, mais aussi les chrétiens et les rabbins. Parce qu'on a envie d'avoir un regard extérieur sur l'avancement de la communauté musulmane. D'accord. Voilà. Donc, comme j'ai dit, la lucidité, c'est la notion d'être conscient de ce qui se passe, mais aussi un regard critique sur les faits de société concernant ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en fait, puisque dans la société, il y a eu la question de la place de l'imam, le rôle de l'imam, tout ce qu'on a pu entendre dans les médias à ce sujet, les décisions gouvernementales qui ont été prises, toi, tu as essayé peut-être de comprendre en fait quel était le rôle de l'imam, comment est-ce qu'il était perçu par les membres de cette communauté, mais également par d'autres confessions comme les juifs et les chrétiens, et en fait poser une réflexion pour que, au-delà donc des sujets de crispation qu'il peut y avoir à travers les médias, on puisse essayer de comprendre le rôle de l'imam et donc donner des pistes de réflexion autant aux imams qu'aux, on va dire, aux musulmans lambda qui ne sont pas directement concernés par le sujet de l'imam. Tout à fait. Alors déjà, la notion de l'imam, c'est pas forcément celui qui mène la prière dans les mosquées. L'imam, c'est toute personne influente envers la communauté. C'est-à-dire les responsables d'associations, les chanteurs, les influenceurs, tout ça. Alors, c'est très important aussi, c'est d'interroger sa foi. Ça veut dire que cette approche-là, j'ai été sollicité, j'étais surpris, j'ai été sollicité par des comités chrétiennes pour mener cette réflexion parce que c'est un regard critique sur sa façon de pratiquer sa foi. Voilà un petit peu. Alors, les deux notions que je peux évoquer sur ce sujet-là, c'est la classification comportementale des imams. Et là, j'ai mené quatre types d'imams. C'est l'instrumentaliste, le rigoriste, l'équilibriste et le laxiste. D'accord. Voilà. Et cette classification, elle est valable pour toutes les croyances. Très bien. Voilà, y compris les croyances sur la laïcité. On trouve la même classification sur l'approche qu'on a vers la laïcité. Parce qu'on a des extrémistes de laïcité, on a des instrumentalistes de laïcité. Très bien. D'accord, c'est intéressant. Donc en fait, si je comprends bien, à travers ce livre, l'idée c'est de créer une réflexion autour de la question de l'imam. Donc c'est pas un livre figé qui dit comment est-ce que ça doit être, c'est plutôt une enquête de terrain qui montre les différentes facettes que peut avoir donc l'imam et qui essaie donc de poser le débat pour qu'on puisse discuter de cette question et faire, améliorer, on va dire, la situation des imams en France et donner peut-être une meilleure compréhension à ceux qui ne sont pas musulmans de qu'est-ce que l'imam, quel est son rôle et ce qu'il ne doit pas être et ce qu'il devrait être. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce n'est pas des recommandations, ce sont des réflexions. Très bien. C'est des réflexions, parce que je me permets. C'est une réflexion ouverte, en fait, exactement. Pour donner l'envie à d'autres personnes de retravailler de manière plus approfondie peut-être cette question à travers les pistes de réflexion. Alors, il y a juste un angle que je voudrais préciser, c'est le rapport qu'on a avec l'information sur le fait religieux
par Internet. C'est ce qu'on appelle le share Google. Okay. Donc c'est important de comprendre les différences entre un vrai imam et, soi-disant, l'information qu'on peut avoir d'Internet. D'accord. Et toujours donc, dans cette même dynamique, tu as écrit un autre livre donc, qui concerne les crises, à savoir justement comment avancer et se construire en temps de crise. Et puisqu'on a traversé de nombreuses crises et qu'on en traverse encore, on a traversé la crise du Covid, aujourd'hui on est dans une crise au Moyen-Orient, donc on voit que finalement les crises sont dans notre quotidien récurrentes. À travers ce livre, si je comprends bien, en fait, tu veux nous expliquer comment, à travers ces crises, continuer à avancer, ne pas s'enfermer, ne pas se démoraliser, mais trouver toujours un moyen de passer au-delà. Donc tu donnes toujours des idées générales, donc des recommandations générales sans rentrer forcément dans le détail, pour ouvrir toujours une piste de réflexion autour de la crise. Est-ce que c'est bien ça l'objectif du livre? Alors c'est tout à fait. En fait, il s'agit de la pédagogie de la crise. Parce que, comme tu l'as si bien dit, c'est qu'on va traverser toute une série de crises. Alors on ne va pas attendre jusqu'à la mer soit calme, les choses deviennent parfaites. En fait, les conditions parfaites ne seront jamais réunies. Donc autant avancer malgré les imperfections de contexte. D'accord. Voilà. Alors, il y a plusieurs sujets que j'avais abordés, entre autres, le rapport qu'on a avec l'information, et notamment l'information sur Internet, l'information qui nous vient des médias et l'information qui nous vient des responsables, quel que soit le type de responsable, quel que soit le type de responsabilité qu'il avait, aussi bien responsable religieux que responsable politique. Alors, je ne généralise pas, je ne fais que inciter à avoir un regard critique sur l'information qu'on a. Très bien. Voilà. Alors, il y a un autre phénomène un autre aspect que j'avais développé, c'est la notion de plafond de verre. Le plafond de verre, c'est les freins invisibles qu'on peut subir d'une manière volontaire ou involontaire pour avancer. Et donc, moi, j'ai proposé des solutions, notamment la persévérance et l'ouverture vers les autres. Parce qu'il n'y a pas pire que le repli identitaire pour avancer. On ne peut pas avancer en restant seulement avec soi-même ou avec sa propre communauté parce que les idées sont figées. Il faut s'ouvrir et prendre le risque d'aller vers les autres. Très bien. Écoute, à travers ton exemple, on se rend compte qu'avec les connaissances ou la formation qu'on a, on peut nous aussi réfléchir aux questions de société, participer à la réflexion en livrant nos analyses ou nos contributions, on va dire, intellectuelles dans des livres. Et donc ça peut, j'espère, ouvrir d'autres perspectives à ceux qui regardent, de eux aussi écrire, réfléchir et participer au débat d'idées. Donc Najib, merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup pour cet effort que tu as posé donc dans ces deux livres. Et puis je vous invite donc à découvrir Najib et découvrir ses ouvrages. Merci bien.